La certitude est politique, mais le doute est scientifique. C'est l'idée de cette vidéo, on va explorer tout ça ensemble. Alors, je suis ravi de vous présenter une petite réflexion que je me suis faite au passage. Je suis retombé sur une citation complètement par hasard d'Olivier Véran il y a 6 mois, plus de 6 mois, je ne sais plus exactement, on va vérifier la date sur le journal. Oui, voilà, donc environ 6 mois. Il disait « L'heure n'est plus au doute ». Alors, ça m'a inspiré cette réflexion, c'est qu'effectivement, le champ lexical de la vérité, du mensonge, de la certitude, ou de la certitude, ou de l'incertitude, appartenait à la politique. C'est-à-dire que dans la politique, on va parler par exemple de mensonge d'État, vous voyez que c'est le champ lexical du mensonge. On va parler par contre d'une vérité, qu'est-ce qui est vrai, le politique va dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est certain, qu'est-ce qu'on doit faire, parce que derrière il y a des questions d'obéissance, de promulgation de loi et d'obéissance. Et donc vous voyez que le champ lexical finalement de la vérité et du mensonge appartient aux politiques. Et donc c'est pas à mes yeux, anormal qu'un homme politique dise « voilà, il ne faut plus douter ». En revanche, ce qui est intéressant, et c'est le but de cette vidéo, c'est de montrer qu'il y a une très très grande différence entre le champ politique, qui appartient à la prise de décision, donc certitude ou incertitude, vérité ou mensonge, contre la science, qui, d'un point de vue scientifique, n'est pas du tout sur le même registre. La science est dans le registre du doute systématique. Et il n'est pas dans la vérité, il est dans la validité. C'est très différent. Un exemple. Eh bien, si vous prenez par exemple la théorie de la gravité, eh bien, elle a évolué. Vous avez ce qu'a dit Newton n'est pas en accord avec ce qu'a dit Einstein. Pourtant, aucun des deux n'est un menteur, aucun des deux n'a fait un mensonge. Chacun des deux a fait en son temps un modèle qui décrit imparfaitement le réel et plus précisément même, non pas le réel dans un absolu, mais le réel observé par certaines personnes dans certaines conditions de manière plus ou moins répétable. Et donc, ça, je trouvais que c'était intéressant de montrer cette différence. La science, c'est le doute permanent. Et du coup, je me suis amusé à faire cette toute petite recherche. Vous pouvez taper doute scientifique sur Google. Alors, je vais prendre quelques exemples. Je me suis arrêté simplement aux 3 premiers. La fiche Wikipédia, un article d'un blog ou d'un média que je ne connaissais pas, qui parle de science, et un article du Monde. Alors, avant d'arriver à l'article du Monde, qui est à mon avis l'exemple le plus croustillant, je passe vite fait sur la partie, sur la fiche Wikipédia du doute scientifique. Alors, il rappelle notamment le fait que la vérité scientifique n'a pu être remise en cause que par un doute. Des doutes. Fut un temps, certains scientifiques pouvaient prétendre à tort que la Terre était plate. C'est d'autres scientifiques qui ont émis des doutes, qui ont mis en question ce modèle pour créer un modèle beaucoup plus valide. Voilà, les lois de Newton, Copernic, enfin on connaît l'histoire. Avant même que ces scientifiques soient complétés, soient enrichi de théories plus gravitationnelles. Alors là, je vais pas rentrer dans le détail parce que je ne maîtrise pas assez le sujet, mais donc c'est la science plutôt au XXe siècle, avec Albert Einstein, avec d'autres physiciens très connus qui ont montré que voilà, il y avait d'autres modèles que les formules de Newton, même mais qui étaient plus valides dans certains cas de figure. Donc, on voit que la science est profondément reliée au doute et même philosophiquement rattachée au doute. Les premiers philosophes disaient justement, c'est une citation attribuée à Socrate, je sais que je ne sais pas. Et donc c'est une forme d'humilité et puis une forme aussi de comprendre que d'affirmer que le doute a toute sa place parce qu'il y a quand même énormément de zones d'ombre et que la science ne peut jamais que modéliser et représenter une réalité observée et pas un absolu. Alors, je fais une parenthèse, peut-être pour une exception qui est tout à fait discutable. Là, il faudrait voir quelles sont l'épistémologie, que dit l'épistémologie des mathématiques, puisque les mathématiques ont cette prétention de donner une vérité absolue. Mais ce qui est intéressant, c'est que même dans le cadre des mathématiques, la vérité correspond à on va dire, à la validité du raisonnement, c'est-à-dire sous certaines hypothèses, en acceptant certains principes logiques, l'implication par exemple, le raisonnement par l'absurde, ce genre de choses, un certain
Donc si on accepte un certain nombre de principes logiques et un certain nombre d'hypothèses, alors on peut affirmer avec certitude un résultat. Mais pour moi, ça représente vraiment une science à part que sont les mathématiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même dans cette exception, les mathématiques n'ont pas la prétention de dire que les hypothèses qui sont faites correspondent à une réalité. En fait, ils partent d'hypothèses, c'est une science qui se contient en soi et qui n'a pas la prétention, elle, d'être appliquée au réel. En revanche, elle va fournir des outils qui vont permettre, par exemple, à des physiciens d'analyser de l'observable et d'en tirer des conclusions et d'en tirer des modèles dont ils pourront ultérieurement vérifier la validité. Donc le doute est bien intrinsèquement lié à la science. Et on dit d'une théorie qu'elle est valide, qu'elle est cohérente. On ne dit pas qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. On dit qu'elle est incohérente et qu'elle n'explique pas les choses ou qu'il y a des fautes de raisonnement ou ce genre de choses. Et donc c'est un consensus qui est toujours mis en cause, un consensus scientifique qui définit l'état de l'art de la science. Et l'état de l'art de la science évolue au fil du temps. Il n'y a donc pas d'absolue vérité. Alors, un exemple que je trouve très intéressant, donc c'est le deuxième lien Google que je vais ouvrir, c'est cet article du Monde qui prend un exemple de chercheurs du CNRS qui ont remis justement en question certaines théories d'Einstein, en tout cas qui les ont complétées dans certains cas de figure. Là encore, je vous invite à lire cet article-là si ça vous intéresse. Moi, je ne suis pas assez calé pour aller au-delà de cet article de vulgarisation sur cette thématique. Mais en revanche, ce que je peux commenter, c'est cette démarche. En fait, les scientifiques ont trouvé un certain nombre de résultats après énormément de travail, comme vous pouvez l'imaginer, et ils ont décidé d'exposer le plus possible leurs résultats à leurs pairs pour justement recevoir des objections, des doutes, des critiques. Et ils ont compris que c'est comme ça qu'avançait la science, ce que tout bon scientifique connaît. Et ce qui est absolument intéressant, c'est d'ailleurs justement que l'article du Monde, qui date du 24 septembre 2011, à cet article assez, je trouve, ce paragraphe assez croustillant, où il dit que justement les scandales sanitaires, les expertises défaillantes, la corruption et les conflits d'intérêts ont depuis plusieurs années terni l'image des scientifiques auprès du grand public. Et en fait, je voudrais donner, indépendamment qu'on ait le niveau ou pas pour vérifier les choses, je voudrais quand même donner ce conseil-là. Moi, c'est un conseil que je m'applique. C'est que quand quelqu'un vous parle sur le champ lexical de la certitude, du mensonge ou de la vérité, c'est un discours politique. En revanche, si quelqu'un vous parle de la validité d'un modèle, de voir s'il est conforme ou pas, dans quelle mesure il prédirait des choses avec exactitude, ou même dans quelle mesure il représente correctement le réel, alors là, on est beaucoup plus dans le champ lexical de la science. Parce que vous voyez que ce champ lexical laisse la place à l'objection et au doute. Donc, au contraire, on ne peut pas être pointé du doigt et être empli de honte à l'idée d'avoir des doutes. Alors, maintenant, ceci étant dit, l'objection qu'on entend souvent, notamment, et là je fais le lien avec cette crise sanitaire, c'est qu'on va caricaturer le doute. Le doute, c'est pas forcément de douter de tout le temps, en tout lieu, sans contexte. Bien sûr, sinon on ne pourrait pas vivre. C'est-à-dire que si à chaque moment je vais douter que le fait de, par exemple, lâcher une balle en mousse va tomber sous l'effet de la gravité, si je doute du fait que ouvrir la bouche pour respirer est un important vital, est un acte important et vital, eh bien sûr on comprend très vite que si on est dans une démarche de doute absolu permanent, on ne peut pas vivre. Néanmoins, je pense que la bonne approche, à mes yeux, c'est qu'en fait, le doute est particulièrement légitime et même nécessaire lorsqu'on est confronté à la situation suivante, lorsqu'on est confronté à un modèle ou à une connaissance prétendue qui est en inadéquation avec le réel. Ça, c'est le premier point. C'est est-ce que finalement la connaissance scientifique que je pensais avoir acquise, est-ce qu'elle est toujours valide face à ce que je vois? Donc ça, c'est un premier point qui doit nous alerter, doit nous inciter à douter sur un élément en particulier lorsqu'on le constate.
Donc deuxième élément, le calcul d'ordre de grandeur. Alors le calcul d'ordre de grandeur, en fait, je vais vous donner un exemple très simple. On va parler de la gestion de la crise. Eh bien, par exemple, quand on s'est endetté de 500 à 600 milliards, c'est à peu près l'ordre de grandeur, 500 milliards d'endettement supplémentaire pour l'État français. Cet endettement, il a été justifié par le fait qu'il fallait pas que l'hôpital public cède. Parce que donc toute la politique a été menée par la saturation, enfin par la question de la saturation de lits de réanimation. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le confinement notamment. Pour aplatir la courbe des décès. C'est pas là, voilà. C'est pour qu'il y ait toujours une infrastructure capable de soigner les gens, sinon c'est saturé et il y a plus de morts. Donc pour éviter les morts, on lisse, donc on confine. Donc c'était ça la théorie du confinement. On a un article sur MLAVI qui le rappelle factuellement. Bien, quand on fait une analyse d'ordre de grandeur, on voit que ça a coûté 500 milliards. Ouvrir des places d'hôpitaux, si vous regardez un peu le calcul, j'ai voulu taper sur Google, voilà, je suis arrivé sur le système de santé, j'ai fait prix lit réanimation état, premier article, vous pouvez voir, ils en parlent, deuxième article, boum, j'ai cliqué, je calcule l'ordre de grandeur, 24 millions d'euros, on va faire le calcul quotidiennement pour 7000 lits. Là, par exemple, si on avait voulu doubler notre système de santé et du coup éviter les saturations et éviter d'avoir confiné, même on va dire tripler. Donc pour tripler, ça veut dire que ça nous coûte non pas x3 mais x2, donc 48 millions d'euros quotidiennement. Il y a quoi? Il y a 365 jours par an. Donc ça veut dire que c'est 17 millions 500 donc oui c'est ça, c'est 17 520 millions, donc ça veut dire du coup 17 milliards 520 annuellement. Donc en fait on multiplie par 2 et on voit qu'on arrive, parce que ça dure 2 ans là l'épidémie, donc ça veut dire qu'on arrive à peu près à 35 milliards. Bon, on voit que c'est 20 entre 10 et 20 fois moins cher d'investir dans les hôpitaux que de oublier d'investir dans les hôpitaux. Voilà, alors évidemment, bon, le modèle a ses limites et vous me direz à juste titre que oui, mais il faut former des gens, ça prend du temps, etc. Donc je cherche même pas à incriminer un gouvernement en particulier, mais de manière globale, vous voyez que investir dans l'hôpital public, vous faites un bête calcul d'ordre de grandeur. Pour ceux qui croient que le confinement était utile, j'entends, vous voyez qu'il eût été de bonne loi d'investir plutôt dans le service public. Ça aurait été 10 fois plus efficace, à supposer que vous pensiez que le confinement ait une efficacité, etc. Donc là, je ne débat pas dans cette vidéo-là. Et donc, vous voyez, ça, c'est un calcul d'ordre de grandeur très simple où on se dit, bah oui, en fait, il y a des gros enjeux, même si évidemment, c'est des énormes modèles à la grosse louche et qu'il y a plein de failles dans le modèle, on peut donner plein de contre-arguments. Mais là, quand même, en faisant très rapidement un calcul d'ordre de grandeur, vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Que tout de suite, on voit, bah oui, en fait, si j'investis dans l'hôpital, je m'économise un endettement 10 fois plus grand. Et justement, cette notion d'ordre de grandeur, c'est des multiples de 10, 200, 2000, etc. On regarde pas à plus ou moins 20%, c'est pas ça en science. Quand on veut, par exemple, qu'on arrive dans un résultat, si on veut valider, si on veut à la louche se dire, ouais, est-ce que c'est cohérent? Le premier check, la première vérification qu'on fait, c'est de se dire, ok, est-ce que c'est à peu près réaliste? Ou alors est-ce que j'ai surestimé ou sous-estimé mon résultat d'un facteur 10? Voilà. Ça, c'est un exemple de calcul d'ordre de grandeur. Et les conditions de possibilité, c'est en fait, ça pour le coup, ça vient des maths, c'est l'implication. C'est-à-dire que A implique B. On est vendredi, donc on a cours de maths. C'est la même chose que dire que si on n'a pas cours de maths, alors on est certain qu'on n'est pas vendredi. Et donc en fait, quand on voit qu'il n'y a pas quelque chose, qu'il manque quelque chose, ou au contraire qu'il y a quelque chose, il faut se demander si ça implique pas, si on peut pas en déduire autre chose, de manière factuelle. Alors, il faut faire attention, évidemment, à ce que la déduction ne soit pas abusive, mais donc, c'est les conditions de possibilité. C'est-à-dire que pour que quelque chose puisse advenir, qu'est-ce que ça dit derrière? Qu'est-ce qui a pu se passer derrière? Qu'est-ce qu'on peut conclure qu'il s'est passé? Là, voilà. Voilà, c'est un exemple. Là, je laisserai votre imagination travailler sur cet exemple-là. J'en ai pas spécifiquement en tête. J'en ai pas préparé pour cette vidéo. Voilà, c'est tout. En tout cas,
Vous voyez que l'idée globale de cette vidéo, c'est de dire que le doute est scientifique et que la certitude est politique. Donc vous pouvez déjà simplement par un ordre de grandeur, par justement le champ lexical, voir si quelqu'un tient un discours scientifique ou politique, d'une part, et d'autre part, vous voyez que le doute parfois n'a pas besoin d'être un doute qui est absolu, caricatural, permanent, parce que c'est compliqué, on peut pas avoir cette approche-là. En revanche, je donne à titre personnel quelques éléments, moi, qui peuvent un peu titiller du doute ou susciter du doute, et notamment ces trois éléments, l'inéquation au réel, voire des ordres de grandeur qui ne collent pas. On ne comprend pas pourquoi, pourquoi voilà, ça ne colle pas. Il y a vraiment des choses trop différentes. Et également s'interroger sur les conditions de possibilité, c'est-à-dire je constate quelque chose, je peux en déduire quelque chose d'autre. Et pour que ce quelque chose d'autre existe, il faut aussi qu'il y ait quelque chose d'autre que je peux en déduire. Et donc c'est comme ça, c'est on tire le fil en fait, on tire le fil. Alors évidemment, il y a bien sûr plein de limites, plein de critiques et tout ça à ces méthodes-là. Mais donc je trouvais que c'était intéressant pour dire en tout cas, pour préciser que oui, le doute est scientifique et donc on peut jamais reprocher à quelqu'un d'avoir du doute. En fait, c'est juste pas possible. Ça peut être quelque chose au contraire d'extrêmement simple. Et comme je suis taquin, on va finir cette vidéo par des travaux pratiques. Si je vous dis qu'on peut affirmer avec certitude que le doute est scientifique, qu'est-ce que vous pouvez en dire qu'est-ce que vous pouvez dire de cette affirmation? Voilà, je vous laisse répondre en commentaire. Écoutez, merci en tout cas pour le visionnage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous branche. On a plein d'articles aussi intéressants sur Association Aime la Vie qui sont plus scientifiques, un peu plus poussés. Mais voilà, et donc n'hésitez pas. Et puis vous cliquez sur la petite cloche pour qu'on remonte enfin dans les algorithmes et qu'on soit référencé comme une chaîne YouTube tout à fait normale. Voilà.